Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado L'état du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon. Jocelyn, ça va bien? Bonjour, bonjour. Ça va très bien. Toi, à Erevan? Ça va super bien. Écoute, moi je suis gâté par la température, là. On est le 1er novembre, le 2 novembre en ce moment. Et puis, écoute, on a eu un 20 degrés aujourd'hui, puis c'est ce qu'on annonce Wow. encore pour le reste de la semaine. Fait que, OK. C'est pas le cas ici, je peux te dire. ouais, non, je pense qu'on va venir s'installer ici définitivement, là. Parce que moi, la température du Québec ou celle d'Astana, là, Oui, ouais, c'est Astana, ça doit pas être drôle. c'est Mais, assez rude. mais Erevan, c'est quand même dans le Caucase. À un moment donné, l'hiver va vous tomber dessus. À un moment donné. Puis, Oui, puis ben, je sais pas, écoute, quand j'ai posé la question, on me dit, ouais, les hivers sont très froids. Moi, je dis, ouais, tu sais, je suis québécois, là, donc oui. définissez très froid. Fait Puis ils disent, froid. ah, tu sais, 0, -5 degrés. Je fais, ah, OK. OK, Puis ouais. la neige, qu'en est-il de la neige? Ça reste pas au sol. Ça reste dans les montagnes à proximité, là, évidemment, mais en ville, ça fond OK, immédiatement. Donc, très bien. je pense que ça va plus se transformer en festival de slush quand les enfants ne feront pas des bonhommes de neige, ils vont faire des bonhommes de slush. OK. Bon, ben, écoute, cette semaine, on a deux grands sujets. Ben, le premier, c'est les déclarations de Trump, selon lesquelles les États-Unis seraient prêts à reprendre des essais nucléaires. Donc, tu vas nous en parler. Et puis, moi, je vais faire un retour sur la situation en Ukraine parce qu'il s'est passé beaucoup de choses là, Mhm. dans la dernière semaine. C'est un petit peu confus. On espère que dans les jours qui vont suivre, là, la situation va se clarifier. Donc, ce sera pour la deuxième partie de notre épisode cette semaine. Mais voilà, donc je te laisse commencer avec la question des essais nucléaires. Tout à fait. Alors, pour emprunter ce que tu viens de dire sur la confusion, on a nagé aussi du côté de Washington pendant plusieurs jours dans la confusion concernant les essais des armes nucléaires américaines. Alors, euh, Donald Trump, entre Singapour, la Corée du Sud, le Japon et je ne sais trop quel autre pays, a envoyé un de ses tweets pour dire que à partir d'aujourd'hui, immédiatement, ça, ça devait être dans la nuit de dimanche à lundi dernier, les Américains allaient reprendre les essais de leurs armes nucléaires. Alors évidemment, la phrase portait un peu à confusion parce que on se demandait exactement qu'est-ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'il parlait des vecteurs, c'est-à-dire ce qui transporte la bombe nucléaire comme telle, le missile Donc, en le général? missile, c'est ça, oui. Voilà, Ce qu'on voit parader sur la place rouge, là, le exactement, 9 mai à chaque année. exactement. Est-ce que c'était de ça dont il voulait parler, ou plutôt les ogives nucléaires? Et les armes nucléaires comme telles, habituellement, on les teste sous terre. On les a longtemps testées dans l'atmosphère, mais il y a un traité d'interdiction aujourd'hui sur les essais nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace et dans la mer. Il y a aussi un traité d'interdiction des essais nucléaires en général, mais il n'a pas été ratifié par les États-Unis. C'est un traité qui a été signé en 96. Il n'a pas été ratifié par les États-Unis, mais tout le monde, sauf les Nord-Coréens, Oui. se sont entendus pour ne plus tester d'armes nucléaires et se rabattre sur des essais de simulation en laboratoire. Et c'est ce qu'on fait depuis une trentaine d'années. Il semble-t-il que c'est assez efficace pour s'assurer que les armes nucléaires dont on dispose pourraient fonctionner le jour on en aurait besoin. Donc là, Trump vient un peu encore bouleverser l'horizon là-dessus. Euh, la Maison-Blanche s'est fait demander à plusieurs reprises qu'est-ce qu'il voulait dire. Il n'a pas répondu immédiatement. J'ai encore vérifié tout à l'heure et pas eu
de réponse très claire, mais je pense qu'on s'en va vers ces essais nucléaires sous terre qui pourraient reprendre. Maintenant, la plupart des spécialistes disent que ça ne peut pas arriver immédiatement. C'est-à-dire qu'au moment où on a cessé de tester les armes sous terre, on a fermé certains laboratoires, on a fermé les endroits où on pouvait effectuer ces Les, essais-là, qui était essentiellement, je pense, de mémoire dans dans le le Nevada. désert du Nevada, ouais. Voilà, dans le désert du Nevada. Alors, on a laissé les installations, bien sûr, et selon les spécialistes qui s'exprimaient cette semaine, ça prendrait de 24 à 36 mois pour se diriger vers un essai nucléaire réel. Donc, pour ce qui est de l'immédiateté, c'est pas pour tout de suite. Maintenant, Trump réagissait au fait que Poutine avait annoncé depuis 2 semaines l'essai de deux, je crois, missiles importants qui pouvaient transporter une charge nucléaire, Mhm. dont un était propulsé par Oui, l'énergie c'est ça. nucléaire. Ben, Et comme ça, comme c'est propulsé par énergie nucléaire, c'est un missile qui peut voler ad vitam aeternam, là. ouais, Donc, ouais, jusqu'à épuisement du carburant, j'imagine. ouais, j'y Euh, prendrais une couple de centaines d'années, là, paraît-il. Donc, pour ça, on dit que c'est un missile qui peut voler éternellement. C'est une espèce de bombe planante, OK, comme les Russes en utilisent énormément en Ukraine, mais ce serait OK. à combustion nucléaire. Puis Alors, comme les missiles utilisés en ce moment par ces missiles-là, les bombes planantes utilisées par ah oui, les Russes en Ukraine, ils peuvent déjà porter des ogives nucléaires, mais là, c'est la combustion, le système de combustion qui est différent. ouais. Donc, pour un peu rassurer nos auditeurs, si ce missile s'écrase, il n'y a pas de bombe nucléaire dans ce missile, mais il y a du Et- matériel nucléaire qui Exactement. peut, qui peut arroser l'endroit où il se sera Et, écrasé et et provoquer la des morts, contamination. de la contamination. D'où la raison, moi, ce que j'ai lu cette semaine, c'est que les Américains auraient testé cette technologie-là il y a plusieurs années, puis Mhm. auraient abandonné. Puis pour deux raisons. C'est le risque de contamination nucléaire en cas d'écrasement, d'accident. Puis la deuxième raison, c'est l'utilité même d'avoir une bombe planante qui peut voler ad vitam aeternam. Ouais, Il se posait la question, en réalité, c'est les missiles nucléaires, en fait, pour pas qu'ils soient interceptés, ça doit être un missile idéalement intercontinental. ouais, Et ces missiles-là ne sont pas, ne traversent pas, passent pas par non, l'espace. non. Donc, pour ces raisons-là, la technologie aurait été abandonnée par les Américains, mais les Russes auraient réussi à la tester après, paraît-il, plusieurs échecs au cours des dernières années. Mhm. Donc là, finalement, du côté de Poutine, on est plus dans la gesticulation, d'une certaine façon. On veut Ben, montrer qu'on a maîtrisé une technologie cette que technologie, les Américains n'ont pas été en mesure de mais maîtriser. Puis ça peut-être s'ajoute. qu'ils l'utiliseraient pas. Ben non, c'est ça. Puis ça s'ajoute de toute façon à la technologie, le missile Oreshnik, le missile Ouais, hypersonique russe qui volerait à une vitesse de 10 fois la vitesse du son, donc Mach 10, ouais. qui serait pas interceptable par n'importe quel système Mhm. de défense antimissile comme le système Patriot. Et puis, ce qui est annoncé cette semaine, c'est que, bon, c'est ce qui est annoncé, là, qu'en est-il en réalité, on ne le sait pas, que la Russie sera en mesure de produire trois de ces missiles-là à chaque mois. Et on a annoncé aussi que beaucoup de ces missiles-là allaient maintenant être placés en Biélorussie, donc OK. un pays satellite allié de la Russie. Mhm. Et donc, Loukachenko, le président biélorusse, avait fait amender la Constitution il y a quelques années pour permettre le déploiement de missiles nucléaires sur son territoire. Donc, aux dernières Donc nouvelles, là, voilà, les dernières nouvelles, c'est ça, là. donc le missile russe déployé en Biélorussie C'est aurait une l'Oreshnik. capacité de transporter une ogive nucléaire. Oui, puis ils l'ont testé. Les Russes l'ont OK. testé il y a environ un an. Maintenant, tu sais que les Américains ont le même déploiement d'une certaine façon. Ils ont des armes nucléaires en Italie, en Turquie, en Oui, Allemagne, aux Pays-Bas.
et Puis, pointé vers la Russie, oui, puis ils ont des sous-marins nucléaires aussi au tout autour. tout autour. Et Oui, la question est de savoir, alors que du côté de l'OTAN, il y a le vecteur d'un côté et il y a l'arme nucléaire de l'autre côté. Et c'est en temps de crise qu'on met l'arme nucléaire sur le vecteur. Est-ce oui. qu'en Biélorussie, ils sont déjà associés? Ça me surprendrait beaucoup parce Oui, que les Russes vont vouloir contrôler l'ogive nucléaire jusqu'à la fin, oui, oui. parce que sinon, Oui. elle tombe aux mains D'un autre pays. Ah oui. d'un autre pays. Oui, c'est ça. Non, Donc, puis les Russes ont testé l'Oreshnik il y a environ un an et demi. Ils avaient prévenu d'avance les Américains pour pas qu'il y ait une confusion, là, parce que le missile, ouais. en fait, c'est un missile intercontinental avec ogives multiples. Ce missile-là peut porter une demi-douzaine d'ogives nucléaires. Mirvé, comme on dit. Oui, c'est ça. Et puis, donc, le missile a été testé avec des charges conventionnelles euh, dans la région de Dnipropetrovsk, de mémoire, là. Et puis, ça avait fait, à ce moment-là, c'était à l'époque où Biden menaçait d'envoyer des missiles patriotes en Ukraine, Ah oui, de redoubler d'efforts. En fait, c'était, oui, écoute, je me souviens exactement, c'était en novembre OK. 2024. Donc, Ouais. les démocrates venaient de perdre la La présidence. présidence. Et puis, c'est ça, la semaine ou les 2 semaines qui ont suivi la défaite de Kamala Harris, que les Américains, Biden avait admis sa volonté d'envoyer des missiles patriotes, d'envoyer encore plus d'argent en Ukraine. Et puis, c'est à ce Mhm. moment-là que Poutine a testé l'Oreshnik pour envoyer là, un message clair aux États-Unis Ouais. que nous avons une technologie que vous n'avez pas. Et cette technologie-là est à l'épreuve de vos meilleurs systèmes de défense antimissiles. Donc, en fait, c'était l'idée. La Russie est revenue à l'époque de Yuri Gagarin. Donc, on a un avantage technologique. On Ouais. est en mesure d'envoyer quelque chose dans l'espace, contrairement à vous. Donc, on a un avantage. Donc, faites attention à vos Et menaces puis à vos actions. avantage, comme tu sais, avantage technologique qui sera peut-être égalé, sinon dépassé dans peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. Oui, On c'est ça. verra. Les Écoute, Américains doivent certainement travailler sur des, des euh, missiles similaires, des missiles similaires. mais la question, c'est si c'est le cas, est-ce qu'ils travaillent sur cette technologie-là depuis 30 ans ou seulement Mhm. depuis 3 ans et demi? Ouais. Puis Ouais. je pense qu'on peut légitimement se poser la question, est-ce que les Américains ont mis des efforts sur le développement de cette technologie-là, de nouvelles armes nucléaires? Parce que ce que tu disais, si ça prend de 24 à 36 mois pour être en mesure de faire un test de missiles nucléaires, d'une certaine façon, ça peut illustrer le manque de préparation des États-Unis qui, au cours peut-être des 30 dernières années, se sont dit que cette menace-là Je était plus ferais, vraiment crédible. je, Euh, je ferai une distinction ici. Ça va prendre 24 à 36 mois pour tester une ogive nucléaire et non pas le missile. Le missile, lui, tu peux le tester. ah oui, Il y a des tests de missiles tous les jours sur la planète. Les Indiens le font, les c'est ça. Pakistanais le font, tout le monde le fait. Mais de Ce qui tester est important, c'est une la bombe, tête nucléaire. C'est c'est la tête ça. nucléaire. Est-ce qu'elle va bien fonctionner, Mais, etc. mais tout Mais ça, ouais. Mais écoute, tout ça, cette promesse-là de Trump, on peut se poser la question, est-ce que ça va réellement changer quelque chose? Parce que, tu sais, honnêtement, rien, les rien. Américains, ça fait 80 ans qu'ils savent comment faire exploser une bombe atomique. Et c'est ce que Euh, disaient la plupart des spécialistes cette semaine. donc, Et puis, tu sais, en rajouter avec le nombre d'ogives nucléaires que les deux grandes puissances ont, on parle de ça milliers, commence là. ça commence à franchir l'absurdité. Oui, parce qu'avec le Mais nombre de missiles les États-Unis et la Russie ont en ce moment, ils peuvent détruire la planète plusieurs plusieurs dizaines de fois, fois, là. Donc, plusieurs fois. Alors, tout ça pour dire que cette déclaration de Trump, finalement, elle n'est pas si surprenante que ça parce que depuis 2001, les Américains sont engagés pratiquement dans un processus de démantèlement de toute l'architecture des traités sur les armes nucléaires. Et je vous réfère ici à un petit livre publié par le professeur Michel Fortman, qui a longtemps enseigné à l'Université de Montréal et qui s'appelle Le retour du risque nucléaire.
publié en 2019. Ça se lit très rapidement. C'est très clair. Il n'y a pas de jargon là-dedans. On va à l'essentiel. Et Fortman commence par raconter un peu ce que c'est que l'ère nucléaire et pourquoi on est rentré dans un nouvel âge nucléaire avec une certaine prolifération, parce qu'au début, il y avait 5 grandes puissances nucléaires. Mhm. Il s'en est rajouté 4 autres depuis, Pakistan, Inde, Corée du Nord et Israël. Mais aussi, il y a une multiplication pendant un certain temps des ogives nucléaires. On a atteint à un moment donné 60 000 Ouais, ogives nucléaires au pire temps de la guerre froide. Aujourd'hui, il y en aurait autour de 20 000 ogives nucléaires. Certaines d'entre elles sont sur des missiles intercontinentaux. Donc ça, c'est les missiles les plus importants de chacune ouais, des grandes puissances. Mais il y aurait aussi des missiles à courte et moyenne portée et même des bombes nucléaires euh, ouais. euh, très, évidemment, à très, très courte portée. Puis il y Alors, avait. qu'est-ce Puis, que les Américains ont fait depuis 2001? George Bush, lorsqu'il arrive au pouvoir, il décide de retirer les États-Unis du traité ABM, qui était un traité qui codifiait le déploiement de missiles antimissiles, d'une défense antimissile. Parce que si on construit une défense antimissile, on risque de paralyser, si je peux m'exprimer ainsi, les armes nucléaires de l'adversaire. Mais lui-même, voyant qu'on construit un bouclier antimissile, pourrait être tenté de lancer des armes nucléaires sur son adversaire pour ne pas perdre sa Mhm. dissuasion nucléaire. Donc, on s'était arrangé pour avoir un certain nombre de missiles antimissiles, mais qui ne venaient pas déstabiliser le Mutual Assured Destruction, la C'est ça. destruction Mutuel mutuelle assuré, assurée. l'équilibre. Là, on est dans la folie totale, hein. Quand on parle de ça, Oui, moi, je suis de ceux qui pensent que ça on est sera jamais face à une utilisé. bande de cinglés et puis faut voir le film de, voyons, bon, j'ai un blanc de mémoire là, mais avec celui qui a fait Odyssée 2001, là. À Kubrick, ah Alors, oui, Kubrick, sur les armes nucléaires dans les années 60, ça va nous revenir. oui, Ça oui, va c'est ça. nous Ben, j'ai le revenir. nom de l'acteur, c'est celui C'est Peter Sellers. Oui, puis il y a George C. Scott aussi qui Oui, joue oui, oui. Puis Patton. Peter Sellers joue plusieurs rôles. Oui, c'est Il joue ça. le rôle du Euh, savant fou, du bon. président des États-Unis, d'un colonel dans une base militaire, en tout cas. Et donc, Doctor Strangelove. oui, Ouais. Docteur Folamour en français. Et on est là-dedans, là, à mon avis. Parce que quand on commence à parler de guerre nucléaire limitée, je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris qu'à partir du moment où une première bombe explose, ça peut aller très vite et très Mhm. mal pour toute la planète. Cela dit, je reviens au fait que les États-Unis sont en train de démanteler lentement toute l'architecture des traités sur les armes nucléaires. Ils ont commencé par le traité ABM. Ils se sont lancés dans un débat sur les guerres nucléaires limitées. Euh, ils ont, Ils se sont retirés de l'accord sur les missiles, ce qu'on a appelé longtemps les euromissiles en Europe, qui avait fait toute une controverse dans les années 80, début des années 90. Et ils ont lancé, il ne faut pas l'oublier, sous Barack Obama, un vaste programme de modernisation de leurs armes nucléaires. Donc, en C'est- même temps qu'on réduisait le nombre d'ogives, on modernisait et donc on améliorait Oui. les armes nucléaires qu'on On- décidait de conserver. C'est ça, Donc, on se dé- qualitativement, il y on avait. augmentait ce qui était de qualité, Ben oui, c'est ça. mais Ils se sont débarrassés. quantitativement, on réduisait. C'est ça, ils se sont débarrassés de l'Honda Civic 1991 pour la remplacer par une Camry 2012, là. Et d'ailleurs, ça s'est fait en collaboration avec les Soviétiques à l'époque et les Russes Mm. au début, en tout cas Gorbatchev et ensuite Ouais. Boris Eltsine.
à tel point qu'il n'existe aujourd'hui qu'un seul grand traité limitant les armes nucléaires. On l'appelle le START, c'est-à-dire celui qui limite les armes intercontinentales, les armes stratégiques, postées au sol, sur des avions ou dans des sous-marins. Donc, il y a des plafonds pour chacun des piliers de la triade nucléaire, comme on l'appelle. Mais en même temps, cette architecture sur les traités de désarmement nucléaire a des trous et jusqu'où on va aller? Est-ce que le traité START qui vient à échéance l'année prochaine Mhm. sera renouvelé ou on va le laisser mourir au feuilleton, comme on dit? Ou bien, et ça va donner aussi le signal aux autres puissances nucléaires, ben maintenant, Il n'y a plus de on est restrictions. libre, il n'y a plus de Ouais. restrictions, les normes sont en train de tomber, les tabous, d'une certaine façon, sont en train de tomber, et la course à l'arme nucléaire va recommencer. Tu te souviendras peut-être que dans les années 60, début des années 60, Je Kennedy. m'en souviens pas personnellement, mais je crois Non, mais avoir lu là-dessus. dans tes lectures, Oui. John F. Kennedy avait dit au rythme où nous allons, dans les années 80-90, il y aura 25 puissances nucléaires. Ben, il s'était trompé parce Hmm. que acquérir l'arme nucléaire, c'est pas si simple que ça. Et donc, d'ailleurs, Saddam Hussein en sait quelque chose et bien d'autres Puis les en Iraniens savent aussi. quelque chose, les Iraniens. Et donc, aujourd'hui, on est à 9 puissances nucléaires. Et même si toute l'architecture des traités sur le nucléaire venait à disparaître, il n'est pas certain que d'autres pays voudraient acquérir l'arme nucléaire très rapidement, compte tenu des investissements colossaux Mhm. que ça implique pour construire tout l'appareillage de production d'une arme nucléaire. Alors, euh, ne précipitons pas les choses, mais en tout cas, c'est une nouvelle pierre dans la mare de la part Ben, c'est le de Trump. Et puis, feuilleton hebdomadaire. C'est l'histoire du feuilleton hebdomadaire. voilà. Mais, Donc, voilà ce que j'avais à dire ouais. sur les traités. Ça, je rajoute un petit peu d'informations. Oui, tu sais, quand on parle de bombes nucléaires, de missiles nucléaires, il faut aussi faire la distinction entre deux types de bombes ou d'armes. Vous avez, parce que des charges sont différentes aussi. Bien sûr. Vous avez ce qu'on appelle les armes de destruction massive. Je pense que la bombe la plus puissante là, à avoir été détonée, c'était au début des années 60, c'était les Soviétiques. Ils avaient appelé Ouais. ça la bombe du tsar. Donc ça, vous vous imaginez que si, par exemple, cette bombe-là éclatait dans le centre-ville là, du Vieux-Québec, le rayon de destruction, ce serait à peu près de 200 kilomètres. Ah oui, Tout c'était serait, énorme. tout serait détruit, cristallisant en l'espace de quelques secondes. Puis, mais par contre, à l'inverse, c'est ce que les Russes ont apparemment en plus grande quantité. Ce sont des armes tactiques, donc avec une détonation beaucoup plus faible. Donc, par exemple, encore une fois, prendre le même exemple, si une bombe tactique devait éclater dans le centre-ville du Vieux-Québec, ben le, Le rayon de le rayon de destruction. destruction, ça irait jusqu'à Limoilou, là, OK. puis à Place Laurier, là. Donc, ça serait extrêmement restreint. Et ça, c'est une pierre angulaire de la doctrine nucléaire russe. Donc, d'une part, leur doctrine nucléaire, c'est on utilise l'arme nucléaire uniquement à des fins défensives, jamais à des fins offensives, contrairement aux États-Unis. Eux, c'est pas très clair. D'ailleurs, ils l'ont déjà utilisé à des fins offensives en 1945, deux fois plutôt qu'une. Pour les Russes, c'est uniquement à des fins défensives. Et lorsque des exercices militaires russes, il y a toujours déploiement de simulation d'armes nucléaires tactiques. Donc, OK. une bombe comme celle-là, dans l'éventualité où une bombe russe devait être utilisée en Ukraine, ce ne serait pas une bombe du tsar, une arme de destruction Non. massive, ce serait une arme tactique où il y aurait une concentration de troupes ennemies sur un espace là, assez restreint. Puis une bombe tactique comme ça pourrait tuer tout le monde avec des répercussions, des dommages en matière de retombées radioactives qui seraient évidemment beaucoup plus limités
Mhm. que pour une arme de destruction massive. Donc, c'est ça dont on parle à l'heure actuelle. Mais Euh, ça reste un tabou qu'on ne veut pas franchir aussi, ah oui, hein. c'est clair. L'utilisation de l'arme nucléaire. Mais, à part- mais, mais la question, c'est aussi, bon, plaçons-nous dans l'hypothèse suivante. La Russie utilise une arme de destruction massive contre Kiev. Bon, ben là, je pense qu'on pourrait s'attendre effectivement à ce qu'il y ait une réponse de la part des Français, des Américains également. Mais si c'est une arme tactique, qui serait déployé aussi, pas sur le territoire ukrainien. Moi, c'était ma Mhm. crainte un petit peu au moment où les Ukrainiens étaient entrés dans la région de Koursk, en territoire russe. Si la Russie, admettons la chose suivante, la Russie fait éclater une bombe tactique, donc appelons-le une bombette, sur son territoire national, ben, tu sais, c'est pas de la Non, violation là, de la souveraineté d'un autre État. Donc, moi, non, c'était un peu ça ma crainte à l'époque de l'invasion de la région de Koursk. de Si course. les Russes avaient utilisé une arme tactique pour détruire les forces ukrainiennes dans la région, là, la Ouais. question aurait été, bon, c'est pas une arme de destruction massive à la base, le spectre de la destruction est beaucoup plus restreint et ça n'a pas été utilisé contre un pays ennemi. C'est les Mhm. Russes qui ont décidé de détruire une partie de leur propre territoire. Donc, Ouais. est-ce que ça constitue un casus belli? Est-ce que ça nous donne le droit, nous aussi, de répondre? Puis, dans une situation comme celle-là, lorsqu'il y a de l'hésitation, ben, au final, il n'y a pas d'action. Mhm. Donc, moi, c'était ma crainte. Puis, bon, évidemment, je suis content que ce ne soit pas concrétisé, que les Russes aient en mesure d'expulser les troupes ukrainiennes par des moyens conventionnels. Mais je pense que ça, c'est potentiellement parlant Ouais. une donnée à considérer Dans si le, ouais. Dans le conflit actuel. Et justement, tu vas nous parler de l'Ukraine. oui, c'est ça. Ben écoute, c'est passé beaucoup de choses. Il y a 2 ou 3 semaines, vous aviez un article de The Economist. Le grand titre, c'était L'offensive estivale de l'armée russe en Ukraine a été un échec retentissant. Ils n'ont pas été en Ah bon? mesure de capturer Pokrovsk, Konstantinivka, Kupiansk, donc les villes sur lesquelles ils mettent de la pression depuis maintenant plusieurs mois. Donc, je lis l'article, je me dis, ah bon, ben, OK, bon, il a dû s'être passé quelque chose dans l'armée Oh. russe au cours des derniers mois. Bon, ils n'ont pas été en mesure de capturer leurs objectifs. Bon, ben, 3 semaines plus tard, donc au cours des derniers jours, là, ce qu'on apprend, c'est que vous auriez, la ville de Pokrovsk serait maintenant prise en étau. Au moment où on se parle, elle serait peut-être encerclée. En tout cas, hier, ce que j'y voyais, c'est qu'il y avait à peu près un, une zone de sortie large d'à peu près 1,5 km, mais la ville est vraiment prise en étau. Donc, il y aurait Ouais. toujours la possibilité pour les troupes ukrainiennes dans la ville de pouvoir en sortir, Évacué? même Ouais. s'ils seraient évidemment pris sous le feu des drones puis de l'artillerie russe, comme ça avait été le cas à Avdiivka, puis d'autres villes qui ont tombé de la même façon. Donc, on apprend que la ville est encerclée ou presque encerclée, qu'il y a à peu près 5 000 soldats ukrainiens qui seraient pris dans l'étau. Puis au même moment, plus au nord, on apprend que la ville de Kupiansk, elle aussi, les troupes russes sont entrées dans la ville et que vous auriez un autre 5 000 soldats ukrainiens qui seraient menacés d'être encerclés. Donc au final, ça fait 10 000 soldats ukrainiens dans 2 villes qui sont menacés d'encerclement. Et là, si c'est effectivement si c'est effectivement le cas, la logique voudrait qu'on essaie d'évacuer ces gars-là. Parce que si vous avez là, une voie de sortie qui est large d'un Ouais. kilomètre et demi, puis les troupes russes sont en train de refermer l'étau au nord et au sud, c'est juste une question d'heure ou une question de jour avant que l'étau se referme. Puis là, si l'étau se referme, les 5 000 gars, ils vont soit être tués ou ils vont être faits prisonniers, mais ils vont être pris au piège. Alors, c'est ce on devrait s'attendre à une réponse comme cela de la part de l'Ukraine. Or, ce que Zelensky a annoncé cette semaine, c'est qu'au contraire, il allait envoyer le général Syrski, son chef d'état-major, sur place et qu'il allait renvoyer des troupes ukrainiennes dans la ville de Pokrovsk et de Ouais. Kupiansk. Donc là, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le 10 000 soldats qui, en ce moment, seraient sur le point d'être pris en étau, est-ce que ça va devenir au final 15 ou 20 000 si Mhm. les Ukrainiens décident de continuer à envoyer des troupes? Bon, puis Et à quelle fin? Et à quelle fin? ben, Juste pour tenir un tas de ruines, finalement, parce que ces deux villes-là, il ne doit plus y avoir grand monde.
Non, non, les civils ont complètement été évacués. Les villes sont, pour ainsi dire, détruites, mais ça reste des nœuds de communication vraiment importants dans la région parce OK, que si ces villes-là tombent, ben après ça, la dernière ville de l'oblast de Donetsk qui serait menacée, c'est Slaviansk. OK. Et là, si Slaviansk tombe, ben là, l'entièreté de l'oblast de Donetsk tombera entre les mains des Russes. Donc, je conçois la réalité militaire, mais c'est parce qu'à quelque Mhm. part, si la situation est désespérée, ben, vaut peut-être mieux un repli stratégique plus ou moins ordonné, sauver la Ouais, vie de ces soldats-là, se replier, se retrancher sur des lignes de défense un petit peu plus vers l'arrière, dans l'espoir de retarder, parce que ça aura pris à peu près un an et demi à l'armée russe pour ouais. pouvoir prendre Pokrovsk, Constantinivka, puis Kupiansk. Donc l'idée, c'est on se retire d'à peu près de 10 kilomètres, on se retranche derrière d'autres lignes de défense, puis ça va prendre un autre un an, un autre 18 mois avant que l'armée russe soit en mesure de capturer ces positions-là. Donc, il peut se passer tellement de choses en Mm. un an et demi. Peut-être que l'Ukraine pourrait être en mesure peut-être de renverser le cours de la guerre. On ne le sait pas, mais c'est Ouais, cette obstination à envoyer à essayer de conserver à tout prix des villes qui, je veux dire, virtuellement ont été déjà conquises ouais. par l'armée russe au prix de milliers de soldats ukrainiens qui seraient tués ou capturés. Ça fait pas de sens à mon esprit, d'autant plus que on s'entend que l'Ukraine fait face à un problème de ressources humaines assez Ouais, ouais, important. Et là, ce qu'on a annoncé aussi, c'est qu'au cours des dernières semaines, l'Ukraine aurait relâché un petit peu ses critères interdisant aux jeunes hommes de pouvoir quitter le pays. Et ce que ouais. je disais au cours des derniers jours, c'est que suite au relâchement de ces règles-là, ben, vous auriez à peu près l'équivalent de 100 000 hommes ukrainiens qui ont quitté le pays. Ouais, Puis là, se multiplie encore. Récemment, c'était des images à Odessa, des recruteurs de l'armée ukrainienne qui kidnappent là, dans la rue ouais, là, des ouais, jeunes hommes, littéralement. littéralement. Et là, les gens ont renversé le camion des agents de mobilisation, puis ils leur ont... Ils ont permis de fuir. ben, en fait, c'est les recruteurs qui ont fui Ouais, devant la fureur de la foule. La ouais. foule a renversé le camion. Donc, tu sais, je veux dire, si en ce moment, il y a vraiment un problème de recrutement, de mobilisation dans l'armée ukrainienne et que l'armée ukrainienne envoie des milliers d'hommes dans des étaux et condamnant Ouais, ainsi ces soldats-là soit à être capturés ou à être tués, ouais, ça fait pas de sens. Et là, ce qu'on ouais, apprenait aussi, des images qui circulent d'un Black Hawk, un hélicoptère fameux, célèbre hélicoptère américain acheté par l'Ukraine, donc c'était pas piloté par un pilote américain, évidemment, qui a déposé une douzaine de commandos derrière les lignes russes dans la région de Pokrovsk. Et là, apparemment, le chef des services de renseignement de l'armée ukrainienne mhm, faisait partie de ce commando-là. Donc, est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est le cas? Mais si c'est le cas, on peut se poser la question, pourquoi l'Ukraine enverrait son chef des services de renseignement dans mhm. une situation quasi désespérée? Est-ce que c'était pour exfiltrer quelqu'un, pour infiltrer quelqu'un? Donc, Ouais, bref, en ce moment, on nage là, dans le grand inconnu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est difficile de faire sens, de donner du sens ouais, à la décision de Zelensky de se maintenir coûte que coûte dans ces villes-là, alors que ben, elles sont ouais, virtuellement entre ouais. les mains des Russes, Est-ce, là. est-ce, est-ce que on peut prendre au sérieux les colères de Trump envers Poutine? Ou bien ce n'est que du théâtre? Écoute, je pense que Vladimir Poutine va prendre au sérieux le président Trump lorsque les menaces de Trump à l'égard de tiers pays vont Ouais, vraiment commencer à avoir un impact réel sur la capacité de la Russie à pouvoir faire des échanges commerciaux. OK, Si ce n'est pas le cas, là, c'est du blabla. ouais, Ça n'a aucun impact sur le portefeuille de Vladimir Poutine. Et puis là, on en avait déjà discuté il y a plusieurs mhm, semaines. Euh, Tu sais, la Russie n'a pas intérêt à négocier là, dans les ouais, circonstances actuelles, parce que si les menaces de Trump d'imposer des sanctions secondaires à l'Inde, à la Chine, etc., n'ont pas vraiment d'effet sur l'économie russe, et la Russie a le momentum sur le champ de bataille, ouais.
Pourquoi est-ce qu'il aurait peur de Visi, Trump? Puis pourquoi est-ce qu'il irait s'asseoir à la table de négociation pour ouais, négocier quoi? ouais. Alors qu'il peut très bien capturer ces villes-là en l'espace de Mm. quelques jours grâce à Ben, son armée. visiblement, Trump n'a pas fait beaucoup de pression sur la Chine pour qu'elle cesse d'acheter du pétrole parce que semble-t-il qu'ils n'en ont même pas parlé lors du sommet Trump et le président chinois. Est-ce que, Donc Tr- est-ce que, déjà là, est-ce que les États-Unis auraient les moyens d'empêcher la Chine de hmm, commercer avec la Russie? Ça, c'est ouais, la question aussi hein, qu'on doit se poser parce que ouais, si les États-Unis imposent des sanctions secondaires sur la Chine, ben la Chine va imposer des sanctions, des tarifs sur les ouais, terres ouais, rares aux ouais. États-Unis. Alors qu'il y a un accord, là. Il y a un accord sur les terres rares, Oui, semble-t-il. puis Trump aussi, lors de son premier voyage au sommet de l'APEC, l'ASEAN, a aussi signé des accords commerciaux pour avoir accès aux Hmm, terres rares en Indonésie, en Malaisie, de mémoire. ouais, Donc ça, c'est la grande guerre, là, c'est l'aspect technologique des guerres de demain. L'avenir ouais, de l'économie, c'est l'intelligence artificielle, puis ça nécessite là, l'accès à des terres rares. Puis c'est ça qu'on est en train de voir en ce moment, là. Les pays sont en train d'essayer de capter ces ressources-là un peu partout dans le monde. Donc, tu sais, la Chine a les terres rares, ont les capacités d'extraction, de raffinage que les Américains et le reste du monde n'ont pas. ouais. Par contre, c'est le reste du monde qui a les microprocesseurs que la Chine a besoin pour faire fonctionner ses ordinateurs et sa technologie. Donc, il y a une relation de vulnérabilité qui est Ah oui, réciproque de c'est part et très d'autre. délicat, là. C'est Ouais. ça. Donc, si les États-Unis veulent imposer des sanctions à la Chine, ben, ils savent très bien que la Chine a la capacité de leur faire extrêmement mal aussi Hmm, dans un domaine qui va être qui est hyper stratégique en ce moment, mais qui est appelé à l'être encore plus au cours des prochaines années, des prochaines décennies. Donc, dans un contexte comme celui-là, Trump doit penser sur le long terme et non le court terme et doit se hmm, dire, bon, dans les circonstances, si je devais imposer des sanctions à la Chine afin de punir la Chine parce qu'elle achète du pétrole et du gaz russe, au final, ça pourrait avoir des effets délétères beaucoup plus importants sur notre économie, notre capacité de développer notre intelligence artificielle. Donc, au final, le jeu en vaut pas la chandelle. Puis ouais, malheureusement, ouais. c'est ça la politique, là. Tu sais, les pays, les gens qui s'imaginent que l'Ukraine, c'est un ami des États-Unis, du reste du monde occidental, peut-être de l'Europe, là, qui sont dans une perspective beaucoup plus idéaliste que les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est un partenaire. Puis Ouais. c'est une relation. Est-ce que je peux bénéficier tirer profit de mon amitié qui est parfaitement utilitaire? Puis si notre relation ne me permet pas de gagner quoi que ce soit au change, ben, Hmm, j'ai absolument pas intérêt à te défendre ou à tisser davantage de ouais. liens commerciaux avec toi. Bon, Trump est clairement dans une dynamique comme celle-là. Ça avait été annoncé par Rubio lors de sa comparution en janvier 2025, lorsqu'il avait été Hmm, pour sa confirmation comme ouais. nomination comme secrétaire d'État. La politique étrangère de Trump est extrêmement claire. C'est des relations d'amitié. D'affaires. Oui, c'est ça, mais c'est de l'amitié utilitaire. Si on peut Ouais. être amis, on peut Ouais. avoir des relations commerciales entre nous, mais dans la Ouais. mesure où j'en tire des bénéfices. Si ce n'est pas le cas, puis ça ne fait que me coûter de l'argent, ben moi, je n'ai pas intérêt à être ami avec Hmm. toi. Puis Mais il y a on le voit très bien déjà. avec la relation avec le Canada, puis Ouais. les autres pays avec qui il a forcé l'imposition de nouveaux accords commerciaux qui Hmm. sont beaucoup plus qui apporte beaucoup plus de bénéfices aux États-Unis que ça pouvait être le cas auparavant. Ben, il s'est déjà détaché de l'Ukraine d'une certaine façon. Oui, les armes continuent Ben, à se diriger, mais elles sont et- payées par les ben, Européens. c'est ça, ils ne sont pas donnés, là. Donc, Alors les Américains font de l'argent partout. Ils font de l'argent avec le gaz qu'ils vont vendre aux Européens, oui. avec les armes qu'ils vont vendre aux Européens, avec l'augmentation du pourcentage du PNB que les Européens Pour les ont dépenses militaires de accepté de l'OTAN, ah dépenses oui, militaires. Alors eux, ils sont gagnants sur toute la ligne dans cette guerre avec l'Ukraine. c'est En ça. fait, ça Puis me non, ben, semble être c'est ça. Puis la je pense, conclusion à tirer. c'est ça. Puis donc, la relation avec la Chine, ben, ils ne sont pas prêts à prendre des mesures, des décisions qui vont avoir un impact négatif sur l'économie Ouais. américaine. Si ça veut dire de devoir sacrifier un pays ami, ainsi soit-il. Ah oui. C'est ça la politique, là. Voilà. Et pas juste la politique internationale aussi, hein, c'est la politique domestique. Tu
Tu sais, là, on sort un peu là, du contexte des relations internationales. Mais tu sais, Justin Trudeau, l'année dernière, là, ses députés qui lui étaient extrêmement fidèles depuis 10 ans, oui, ils se oui, sont rendus compte qu'il se dirigeait à l'abattoir oui, électoral. Ils ont décidé de le sacrer dehors. tout à Soudainement, fait. c'était plus leur ami. Ils s'en sont Oui, débarrassés. Ils se sont trouvés un nouveau champion. Puis on pourrait voir au cours des prochaines semaines, des prochains mois au Québec, arriver exactement la même chose avec François Legault. oui. Euh, Je pense que ça commence déjà, là. oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Mais non, mais en politique, il n'y a pas d'amis. Non, mais Les c'est ça. gens Il ont des faut. intérêts, les députés veulent garder leur siège, puis s'ils se rendent compte que le type qui va aller débattre en leur nom au débat des chefs est détesté par 90% de la population, les gens veulent s'en débarrasser. Ces Ouais. gens-là, ils ne sont pas plus stupides que n'importe qui d'autre, hein. Ils font un choix utilitaire, ils calculent les avantages, les inconvénients, puis ils agissent en conséquence. Bon, Même alors chose. Puis, on puis peut dans, conclure là-dessus avec Lord Palmerston là, qui disait les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. donc, des intérêts, oui, je pensais que c'était Kissinger qui Non, non, était c'est plus vieux que ça. Palmerston. Les Britanniques sont bons là-dedans, dans Oui, ce oui. genre de citation-là. Mais dans la même perspective, il faudra voir cette semaine le budget fédéral Oui, mardi. qui va être déposé mardi. Et Oui, là, des grosses rumeurs circulent à l'effet que, parce que Carney est en train de voir les sondages, qui, si les élections étaient déclenchées en ce moment, lui donnerait une majorité de sièges. Les oui. conservateurs perdraient jusqu'à deux demi-douzaines de sièges. Mais, Euh, mais, mais les conservateurs, ils s'enfoncent de jour en jour avec leur chef. Alors, t'as mais juste à c'est le voir performer, c'est mais, épouvantable. mais c'est paradoxal parce que lorsqu'on regarde ce que Carney promettait il y a Oui, 6 mois de ça, c'est notre champion, il va nous défendre, il va mettre les États-Unis à genoux. Là, oui, mais enfin, ben, il n'y a toujours pas d'accord commercial. Puis là, cette semaine, il s'excusait là, pour la oui, publicité de Doug mais Ford. tu sais, les gens disent qu'il n'y a pas d'accord commerciaux, commercial avec les États-Unis, mais les États-Unis en ont signé avec d'autres. Il faut voir les conditions dans lesquelles ont été signés les autres accords avec les Européens, les Sud-Coréens, les Japonais, qui sont pas du tout contents de ce qu'ils ont signé, hein. Non, mais au moins les échanges peuvent reprendre, puis ils savent à Ah quoi oui, s'en tenir. Le c'est problème, c'est sûr. que, tu sais, on sait tous comment ça va se terminer, cette négociation-là avec les États-Unis, là. Le Ouais. Canada va devoir plier, mais j'ai Ouais. l'impression que les autres pays ont fait preuve de beaucoup plus de réalisme dès le départ en se disant, bon, on n'a pas de levier, bon, ben, Donc, on va plier tout de ouais, suite, là, parce que sinon, qu'est-ce que ça va donner? En fait, ça risque juste d'envenimer encore plus notre relation avec les c'est fort États-Unis. possible, Signons effectivement. maintenant, acceptons quelque chose qui va être légèrement désavantageux pour nous, parce que si on ne le fait pas, ce qu'on risque de signer dans 6 mois, ça va être encore plus désavantageux. Mais dans le cas canadien, j'ai l'impression que le calcul a été, ça a été le calcul inverse. On s'obstine, puis s'il y a des élections qui sont déclenchées cette semaine, on va revoir les mêmes scènes de gens avec les épaules en l'air qui vont se dire, on va être en mesure de faire plier les États-Unis dans cette guerre commerciale-là. Alors que ça dépasse complètement l'entendement. Est-ce que Poilievre sera en mesure de faire... Non, 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 non. parce que à- peu importe qui va être premier ministre, la personne va devoir plier Ben, puis c'est sûr. accepter les conditions qui vont être imposées par la Maison-Blanche. Bon, ben C'est ça voilà, qui est mon ça. cher. Mais Je pense qu'on. ça illustre encore à quel point pour les États-Unis, au Canada, on s'est peut-être toujours nourri de cette illusion-là, c'est qu'on a une amitié avec les États-Unis qui est une amitié sincère. Donc les États-Unis, au nom de cette amitié-là, vont être prêts à faire des Ouais, sacrifices parce qu'on partage les mêmes valeurs, puis on est voisins, on n'a pas fait la guerre l'un contre l'autre depuis plus de 200 ans. Or là, on réalise que pour les États-Unis, le Canada, c'est une quantité négligeable. C'est un moyen qu'ils vont ouais, utiliser pour parvenir à leur fin. Puis ça, j'ai l'impression que dans la psychologie collective canadienne, ça a été un coup de poing sur la gueule, là. Puis ouais. les gens n'ont pas encore été en mesure d'accepter, je pense, cette nouvelle réalité-là. Ils n'ont pas absorbé. Non. Bon, ben voilà, mon cher. Je pense qu'on n'a pas. On a fait le tour, là. Oui, c'est ça. Donc, on va terminer là-dessus. Et puis, ben, écoutez, ben, ça va nous faire plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour un prochain épisode de l'État du monde. Puis, écoute, moi, j'ai fait ma présentation j'en parlais la semaine dernière du contrat social Ouais, russe. J'ai fait ma présentation ici à l'université jeudi. Ça a été enregistré. Donc, j'attends simplement que le technicien m'envoie le fichier.
Puis dès que je l'ai, je vais aussi le télécharger sur la page de l'État du monde État en du monde. version vidéo, la version audio. Donc, d'ici soyez pas surpris si dans le courant de la semaine, vous voyez apparaître au milieu de nulle part quelque chose qui n'était pas prévu. C'est la présentation que j'ai faite cette semaine. Très bien, mon cher. Bon, bien sur ce, bonne semaine à toutes et à tous, puis on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.